Ce que je vous propose, c'est deux petites parties. Déjà, on va répondre. C'est bon, Emilia? Ouais. On va répondre. On m'a demandé la dernière fois de répondre aux questionnaires pourris qui sont dans le manuel. Donc, on va répondre aux questions du questionnaire de la dernière fois. Ok. Ce sera page 235. 235. Donc, ici, on est là. Il fallait les faire. En fait, on les avait fait à moitié en classe, mais on n'avait pas eu le temps de les corriger. Voilà. Non? Bon, alors on va s'en servir pour réviser quelques petits trucs. Je vais en profiter en expliquant ça pour faire le résumé de la semaine dernière. Un aéronef en VFR, ça veut dire quoi VFR? Vol à vue. Il va rentrer dans une zone terminale d'aérodrome, c'est ce qu'on appelle une TMA. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est la TMA? C'est page combien? C'est page 235, ouais. Pas la zone au-dessus de l'aérodrome. Exactement. En fait, quand j'ai des aérodromes qui sont contrôlés, donc par exemple, je prends Rodez, je prends Brive, j'ai les pistes d'aérodrome qui sont par là, on va avoir deux choses. On va avoir hop, la queue du champignon qui est comme ça. Ce champignon-là, ça nous donne un cylindre hein, qui commence du sol jusqu'à une certaine altitude. Ça, c'est ce qu'on va appeler la CTR, la zone de contrôle. D'accord? Et au-dessus de ça, comme il nous le proposait, on va avoir hop, la tête du champignon, qui est très mal dessinée, mais c'est l'idée, qui est la TMA. À quoi ça sert ces deux zones? Ces deux zones, elles servent à, quand j'ai des vols, des gros avions type les grosses compagnies avec des Airbus et des Boeing, ils sont aux instruments. Eux, ils ont des spécificités, ils ont donné à quelle heure ils allaient arriver, etc. Donc, le contrôleur aérien, pour pouvoir gérer tout le trafic, ce qu'il va faire, c'est que chaque avion qui veut pénétrer là-dedans ou là-dedans va devoir contacter la tour et le contrôleur aérien va pouvoir organiser le trafic. Dans certains cas, il va pouvoir séparer les avions, ça dépendra des types de classes. Ok? Ici, on est dans une TMA de classe D. Est-ce que vous vous souvenez des différentes classes? On avait parlé des classes A, B, C, D, E, F, G. Alors, il n'y a pas de B et il n'y a pas de F en France. Ok. Et qu'est-ce qu'on avait dit de particulier? Ça, c'est des espaces qu'on appelle contrôlés. Et ça, c'est des espaces non contrôlés. Alors, contrôlé, non contrôlé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va devoir contacter à la radio. Sauf que suivant les types d'espaces ici, par exemple, je prends un espace de type C. L'espace de type C, je dois contacter et je dois avoir l'autorisation de rentrer dans l'espace. Une CTR, c'est souvent des CTR de type C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je contacte à la radio et tant que le contrôleur aérien ne m'a pas donné l'autorisation, je n'ai pas le droit de rentrer dans l'espace. Si je prends un type E, je dois contacter à la radio. Par contre, je n'ai pas besoin d'avoir une autorisation pour rentrer dans l'espace. Vous vous souvenez, il y avait un tableau un peu chiant qu'on avait vu dans le cours, je vous le remontre, sur les différents types d'espaces. Hop, c'est où? Ça va être... Non, ça c'était pourri. Voilà, ça. Ok. Donc en gros, dans les espaces contrôlés, A, B, C, D, E, eh bien, il y a des endroits, comme le E, où on n'a pas besoin de clairance pour rentrer dedans. C'est-à-dire, je suis obligé de contacter à la radio, mais par contre, je sais pas, le contrôleur, il va forcément me laisser rentrer. D'accord? Là, ici, dans les espaces B, C, D, quand je veux rentrer dedans, avant d'arriver, avec mon avion, avant d'arriver, quelques minutes avant, je vais demander l'autorisation de rentrer dans l'espace. Ok? C'est bon pour tout le monde? Et ça permet au contrôleur aérien de se dire « Ah non, attendons, j'ai trop de trafic, il peut nous faire faire un 360 comme ça sur place, en attendant que le trafic se libère. » Voilà un petit peu. Classe A, c'est interdit au VFR, donc on est tranquille. Et après, B, C, D, elles ont des spécificités, on ne va pas rentrer dedans. Ouais. VFR, c'est quoi? VFR, vol à vue. Ah oui. IFR, vol aux instruments. Ok? D'ailleurs, on avait vu un truc sur les conditions VMC et IMC. C'est quoi la différence entre les deux? Ouais, Jean? VMC, c'est une condition avec lesquelles on peut voler en VFR. Voilà, ça c'est des conditions où on peut voler en VFR, ce qu'on appelle les conditions météo de vol à vue.
Et là, c'est des conditions météo aux instruments. Quand je suis en IFR, des vols aux instruments, ils ont le droit de voler en IMC, mais bien sûr, les vols aux instruments ont aussi le droit de voler en VMC. Par contre, les vols à vue n'ont pas le droit de voler en IMC. C'est quoi l'IMC? C'est souvent, il y a trop de brouillard, globalement. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas de visibilité, il y a trop de nuages, trop de brouillard, trop de... Et du coup, le VFR, comme il fait du vol à vue, il n'a pas le droit de voler quand il y a trop de brouillard. Ok? C'est bon pour tout le monde, ça? De toute façon, on va le revoir dans les questions. Il existe 3 grandes hautes zones d'espace, P, D et R. On avait donné l'exemple de P, c'était la zone du CEA à Gramma. Interdiction absolue de survoler les zones militaires et secret défense. Tu voles au-dessus, tu as les militaires qui te contactent, voire qui viennent directement avec un hélico écureuil et ça rigole moyen. Voilà. Ça nous est arrivé une fois à l'Hivernon d'avoir un hélico écureuil qui est venu. Il y avait les snipers dedans et je peux te dire que l'avion, il se pose et les mecs, voilà, ils rappellent la réglementation, voire ils enlèvent carrément le permis. On peut perdre le permis. Hein. C'est des zones où on n'a pas le droit de les survoler. Donc voilà. Voilà, on avait parlé de ça. Et ensuite, on avait parlé un petit peu des radars, tout ça. Ok, on va en reparler. Ça, c'est pas un souci. Par exemple, monsieur, Ratier, c'est une zone classée, mais non. Ouais, mais on a le droit de le survoler classique, comme le reste de la ville en fait. Ouais. Ratier, c'est pas une zone militaire. Et Vu de l'espace, vu de l'espace. Ouais. En Montauban, par exemple, à côté de Montauban, il y a une zone d'extension d'hélicoptères, je crois. Ouais. Et je sais pas si on a le droit ou je crois pas qu'on a le droit. On regardera les cartes si vous voulez. Pour ça, il faut regarder la carte. Sur la carte aéronautique, on a absolument tout. Hein. Donc, ici, je veux rentrer dans une zone de classe D. Est-ce que j'ai des formalités à faire? Alors déjà, aucune formalité n'est requise, ça c'est faux. Parce que si c'est une classe D, c'est une zone contrôlée. Donc forcément, il faut que j'ai contacté par la radio. Il doit demander, oui. C'est contrôlé, non contrôlé pour les deux zones. Ça, c'est les espaces contrôlés. Et ça, c'est des espaces non contrôlés. Et, Pour A, B, C, D, E, c'est des espaces contrôlés. et pour le CTR. Le CTR et la TMA, c'est des types d'espaces. Et dans ces types d'espaces, on va leur donner... Ça, c'est les noms des classes, en fait. Alors, en fait, c'est comme si je te dis... ça, c'est une catégorie dans laquelle on va trouver... La CTR, elle peut être en catégorie C, elle peut être en catégorie D, elle peut être en catégorie... Voilà. Ok. Oui. J'ai vu notre main, non? Ah, ok. La TMA, elle est souvent en catégorie E. Mais des fois, elle est en D. Ça dépendra. Voilà. Ok. Donc ici, est-ce qu'il doit demander une clairance radio? Oui. A priori, oui, on va le garder. Est-ce que l'espace est interdit? Non. Non. Les seuls espaces interdits, c'est la classe A. La classe A, elle est interdite au VFR. C'est quoi la classe A? C'est des espaces particuliers où on sait que on n'a pas le droit d'avoir de VFR dedans. Souvent, en plus, c'est des espaces assez hauts. Donc en fait... Ah, mais moi je pensais que c'était des avions. Non, c'est pas ça, c'est la classe de l'espace. C'est-à-dire que sur une carte, je vais essayer de trouver une carte. Attends, bouge pas. Je te remontre sur une carte pour que tu comprennes un peu mieux. Je vais prendre. Comment ça s'appelle? Ouais, je vais faire ici. Mac 7. Bouge pas. Laisse-moi une seconde. Tu vas comprendre avec un exemple, ce sera plus parlant peut-être. C'est vrai que la dernière fois, on est passé peut-être un peu vite dessus. Allez, connecte-toi. Ça arrive un peu vite, mais ça arrive. Ok. Hop là. C'est bon pour tout le monde? Donc là, je suis sur sa charge. Un site qui nous redonne la même carte aéronautique que ce qu'on aurait sur la version papier que je vous ai montré une fois. Là, j'ai Figeac, l'aérodrome de Figeac-Livernon, avec la ville de Figeac qui est juste ici, d'accord? Ça, c'est un vol que j'ai fait. J'ai fait Figeac-Cahors, Cahors, Saint-Cyr-la-Popie, Saint-Cyr-la-Popie, Cap de Nac-le-Haut, et je suis revenu à Figeac. Ici, quand je prends ça, si je clique, alors je vais zoomer, je vais cliquer un coup. Hop, quand je clique ici, tu vas voir qu'il y a des zones ici. D'accord? Il y a des zones comme là, il y a des zones comme là, il y a des zones ici. Voilà. Si je vais à Rodez, si tu regardes, ici on va retrouver mon champignon, ce que je vous parlais. Dans ce champignon, on va avoir plusieurs trucs. On va avoir
la queue du champignon, qui est ici, tac, qui est autour de l'aérodrome de Rodez. Et ensuite, juste au-dessus, non, juste au-dessus là, on va avoir la tête du champignon. Là, quand vous regardez, cette zone-là, c'est une TMA de classe D. Si je reprends la queue du champignon, la queue du champignon, c'est une CTR de classe D. Là, à la fois la tête et la queue, classe D, je dois avoir une clairance pour rentrer dedans. Ok? Et c'est aussi, il faut avoir une clairance. C'est encore plus. Ok. En fait, à partir de D, il faut une clairance pour rentrer dedans. E, j'ai pas besoin de clairance pour rentrer dedans. Si je reprends l'exemple de l'espace qui est ici, là, tac, et que je clique dessus, ça, tu vois, c'est une TMA élargie, mais de classe, alors vous ne le voyez pas, c'est écrit ici, mais de classe E. C'est-à-dire que pour rentrer ici, j'ai pas besoin de clairance. J'ai besoin d'avoir contacté les autorités aériennes, d'accord, mais j'ai pas besoin d'une autorisation pour rentrer dedans. C'est-à-dire que aller au-dessus de Figeac, il faut donner une autorisation à Rodez. En fait, il faut contacter, en fait, de manière générale, là, je ne suis pas obligé d'avoir un contact radio, même si c'est un espace contrôlé. L'espace contrôlé, ça veut dire que je sais qu'il y a un contrôleur qui est disponible pour si je veux lui parler, d'accord? Là, ici, comme j'ai besoin d'une clairance, j'ai l'obligation de faire un contact radio avant de rentrer dedans. Si tu es ici et que tu commences à rentrer dedans, à partir du moment où tu vas être vers là, tu peux être sûr qu'on va te contacter si tu l'as pas fait. Après, ils sont quand même, c'est des humains, hein, donc on n'est pas avec des militaires, mais quand même, comme ils sont là pour assurer la sécurité de tout le monde, et qu'il y a, dans ces espaces-là, il n'y a pas que des petits avions, il y a aussi des très gros, et on a déjà dit, les très gros, le problème, c'est qu'ils laissent des grosses turbulences et tout ça, donc le service d'information et de service de contrôle, ils sont là pour être sûr que ce soit bien séparé dans un peu partout. C'est bon pour tout le monde, ça? C'est plus clair, du coup? Et on a des zones. Ah oui, je voulais montrer une zone, par exemple là. Voilà, je vais vous montrer deux zones. Celle-ci et celle-ci. Là, celle qui est ici, c'est le CEA. C'est une zone P. D'accord? Zone P, ça veut dire zone absolument interdite. Ouais, niet. Et là, en bas, ouais, P pour prohibited. Pour interdit. Et là, ici, on a la zone de Keilu. C'est une zone R. Ou Keilus, je ne sais pas comment on dit. R, ça veut dire restreint. C'est-à-dire qu'on peut y aller dans certaines conditions. Voilà. Les conditions, il faut regarder, en fait, ici, on nous donne des conditions d'activation, des conditions de rentrée dedans, des conditions de plein de choses. Voilà, ok? Oui, il y a des tirs de mortier et tout ça. Monsieur, Ouais. monsieur le Gramma, il y a une zone énorme. Là, ouais, tout ça. En fait, là, il y a des grosses zones. C'est des zones R, mais qui ne sont pas activées tout le temps. Donc, en fait, il faut regarder avant chaque vol, en fait. Parce qu'en fait, si on regarde hein, la carte, vous voyez, des zones, il y en a absolument partout. Mais elle est énorme, celle au-dessus de Gramma. là. Celle au-dessus de Gramma. Celle que vous avez montrée, la Ah, R. la R, oui, oui, oui. Mais en fait, il y en a absolument partout. Après, on les voit plus ou moins suivant le niveau de zoom. Et là, ici, il y a des couloirs aériens, par exemple. Couloirs militaires d'entraînement. Mais ils ne sont pas actifs tout le temps. Et pour ça, on va sur Internet, on vérifie est-ce qu'ils sont actifs, pas actifs, blabla. S'ils sont actifs, avant de pénétrer dedans, on doit contacter pour... Voilà. Parce que si on passe la souris dessus, vous voyez, quand je clique dessus, hop, c'est du type R. Voilà. Donc, il faut... voilà. On nous donne les conditions d'activation et de tout ça. Est-ce que ça va l'idée? Donc là, ici, la bonne réponse, j'ai perdu mon stylo, c'était... Est-ce qu'il suffit d'informer le contrôleur? Non. Si j'étais dans un espace E, oui, ça suffirait. Par contre, dès que je suis à D et au-dessus, c'est absolument demander une clairance. Donc là, c'est la B. D'accord? Un aéronef doit changer d'espace aérien, c'est-à-dire il change d'espace. Alors, est-ce que il est obligé de contacter à la radio? Bah, si je suis dans des espaces type G, non. G, E, oui, et tout cela, oui. Donc en fait, la bonne réponse, c'est quoi? Est-ce que c'est inutile? Non, ça, c'est jamais inutile. C'est toujours utile, même s'il n'y a personne en face, c'est toujours utile, hein, au cas où. Et inutile en vol à vue et obligatoire en vol aux instruments? Non. Toujours obligatoire? Bah non, parce que si je suis dans des espaces type G, j'ai besoin de prévenir personne.
Donc en fait ici, ça dépend des espaces. Est-ce que c'est un peu plus clair pour ceux qui étaient là la semaine dernière et pour ceux qui n'étaient pas là, ça va, vous arrivez à peu près à comprendre? Bon, il faudra re-regarder la vidéo parce que c'est un des sujets les plus techniques entre guillemets. C'est bon pour tout le monde? Allez, la 19. Sur un aérodrome non contrôlé, l'éventuelle fréquence sur laquelle les pilotes peuvent échanger de l'information est nommée. Alors, là, le mot important, c'est un aérodrome non contrôlé. Comme Par ça. exemple, Figeac-Livernon, non, effectivement. Figeac-Livernon, on est non contrôlé, on n'a pas de tour de contrôle. Oui. Et du coup, il y a une fréquence particulière, c'est ce qu'on va appeler la fréquence d'auto-information. Alors, courtoisie, c'est mignon, mais c'est pas ça. D'alerte, surtout pas. Les fréquences d'alerte, c'est des fréquences quand on a des gros problèmes. Donc là, c'est pas ça. Et de détresse, non, encore moins. Bah, on n'est pas en détresse. On n'est pas en détresse, on est juste pas avec un contrôleur aérien. Ouais. Il y a une fréquence par exemple pour, on va dire, les pompiers, les pompiers de l'air, enfin non, les policiers, genre les militaires. Il y a des fréquences particulières d'alerte, ouais. Ouais, quand on a des problèmes. On les a dans les manuels de vol et tout ça, tout ça. Parce que souvent, c'est des fréquences européennes. Et en fait, eux, ensuite, ils te redirigent directement. De toute façon, si tu as un problème, tu annonces déjà sur ta fréquence de base et tu as les fréquences des services d'information en vol. Tu peux déjà, eux, leur dire que tu as un problème. Et quand tu prépares ton vol, en fait, tu prépares ta fréquence locale plus la fréquence du service en vol, qui, lui, fait l'information. Même si tu ne l'utilises pas, tu le prépares comme ça. Si tu as besoin de l'utiliser, il est déjà prêt, tu as juste à cliquer pour switcher. De toute façon, en aéronautique, on prévoit toujours à l'avance tout. Comme ça, au moins, si on est stressé et qu'on a un problème, on peut réagir rapidement. Un aérodrome ouvert à la CAP. Alors, c'est quoi la CAP? C'est pas juste avant le BEP. Hein. C'est circulation aérienne publique. Donc là, c'était la B. N'est ouvert qu'aux appareils d'État. Je sais pas ce que c'est un appareil d'État. Peut-être l'avion du président, j'en sais rien. Et interdit aux ULM. On aimerait bien, mais non. Nécessite un certificat d'aptitude à se poser. Ça, c'est le fait même de piloter un avion. Hein. Alors, on n'a pas un certificat spécial. Hein. On a un permis. Hein. Oui. Tout ce qui est appareil de l'État, ça veut dire tout ce qui est militaire, tout ça. D'accord, ok. Oui, le SAMU. Ouais, voilà. Un peu tout ce qui appartient à l'État. Donc là, ici, c'est la circulation aérienne publique. Quand vous ne savez pas, vous faites par élimination. Hein. Oui, Il y a des là, trucs qui la D aussi, Ouais, la D, bon, voilà. moi, je l'aurais mis. Certificat d'aptitude à se poser. Bah, Ouais. Tu peux avoir le permis sans être apte à te poser. Ouais, c'est ça. Tu voles qu'une seule fois. Tu n'es pas apte à te poser. Tu es apte à décoller, mais pas à te poser. Pour voler selon les règles VFR, le pilote doit avoir des conditions météo minimales qui s'appellent comment? Voilà. VFR, c'est VMC. Ok. IFR, c'est l'inverse de VFR, c'est plutôt un type de pilotage. Et IMC, c'est les conditions météo qui vont avec IFR. Et VFE, VFE, c'est une vitesse particulière. Je crois que c'est la vitesse avec flap extended, donc avec les volets sortis. La vitesse max que tu as le droit d'avoir, la fin de l'arc vert. Ah oui. Si tu vas plus vite que ça, tes volets s'arrachent. et VFR. Ouais, je devrais ça- pas être aussi content, mais ça me fait rire. VFR, ça veut dire quoi? Enfin, les mots. c'est quoi? Visual Flight Rules, je crois. Les règles de vol à vue. Ok. Et IF. Ah oui. Instrument Flight Rules. Ouais. C'est bon pour tout le monde? FR, je comprends. Ouais, Flight Rules, les règles de vol. C'est bon pour tout le monde? Visibilité minimale pour entreprendre un vol VFR, c'est quoi? Ouais, 1500 j'ai pas entendu 500 l'unité. mètres, Oui, 1500 mètres. 1,5 km. Bien joué. 1 km et demi. Ouais, 1 km et demi. C'est Pourquoi il y grand, a des quand même, hein. newton-mètres? Ouais, non, c'est pas des newton-mètres, c'est des nautiques miles. Ah oui. Newton-mètre, ce serait un couple. Ouais. Je sais pas Si, c'est une force fois une distance, donc c'est un couple. Ouais. Mais bon, non, c'est pas des newton-mètres. Oui, puis- Parce qu'en plus, ce serait un petit M. Ce serait un petit M. Donc là, Et un c'est petit M. Du coup, ça c'est 1500 mètres. Voilà. C'est la distance qu'on doit avoir pour entreprendre un vol VFR. Si on n'a pas cette visibilité-là, c'est-à-dire qu'en gros, il y a trop de brouillard, hein, on va pas voler. On reste à la maison, au chaud, et voilà.
On boit un café, on boit une bière dans l'aéroclub, j'en sais rien, mais on va pas voler à ce moment-là. On joue aux cartes. On vole à voile lorsque les planeurs arrivent face à face. Alors, ça c'est rigolo. Je sais pas ce que j'ai fait de mes avions. Bon, c'est pas grave. J'ai deux avions qui arrivent face à face. C'est quoi la règle de base? On évite par la droite. Ok? Toujours. Sauf que il y a une montagne. Donc il y a un des deux, je suis la montagne, hein, comme la dernière fois. Lui, s'il veut aller éviter par la droite, il va s'écraser. Donc qu'est-ce qui se passe? Qui fait quoi? Bah, il va à gauche. Eh bien non. Non, c'est Celui-là, c'est surtout, la ne bouge pas. Celui-là, il bouge pas. C'est lui qui doit éviter par la droite. Si lui, il bouge à gauche, qu'est-ce qui va se passer? Bah, lui, il va essayer de bouger à droite, vu que c'est la règle. Donc en fait, ils vont mourir. Adieu. Une Tristesse. chance sur trois. Donc, celui qui a la montagne sur sa droite, c'est lui qui a la priorité, il poursuit sa trajectoire. Oui, chacun doit dégager sur la droite. Alors, théoriquement, oui, mis à part qu'il y a une montagne sur la droite d'un des deux. Mais dans l'idée, ça devrait être bon. Ok? La règle de base, c'est tout le monde dégage à droite. Le planeur, il y a la montagne à sa gauche, donc c'est celui qui arrive d'ici. Il doit dégager sur sa droite. Oui, ça c'est sûr. Les réponses A et C sont exactes. Ben en fait, là, moi, j'aurais dit même A, B et C sont exacts, mis à part qu'il y en a un qui ne peut pas faire le B, mais dans l'idée, c'était exact aussi. Donc là, c'est D. Donc la bonne réponse, quand on a le BIA, vous vous souvenez, il peut y avoir plein de réponses possibles. On prend la plus probable, donc là, celle qu'on garde, c'est la D. Oui, parce que nique ta race, la logique, quoi. C'est bon pour tout le monde? Allez, la dernière. Un niveau de vol. Niveau de vol, il y a trois grands trucs. Niveau de vol, altitude, hauteur. Il y en a un, c'est par rapport La mer. à la mer. Ça, c'est ce qu'on appelle l'altitude. Au sol. Il y en a un par rapport... Hop, ça, c'est le sol. Hein. Ok, sol. Ça, c'est la hauteur. Ah, ça, on avait vu. Ouais, on l'avait déjà vu il y a longtemps et on l'a revu la semaine dernière. Et il y en a un où, quelque part, il y a le niveau standard. Alors, il peut être en dessus, en dessous, on n'en sait rien. Il est quelque part, le niveau standard. STD, hop. Et ça, c'est ce qu'on appelle le niveau de vol, flight level. Oui, c'est par rapport à la pression atmosphérique. C'est par rapport à la pression atmosphérique de 1013,25 hectopascal. Ok. Donc là, si je regarde, ah oui, et comment ça s'appelle les différentes pressions? Ça, c'est ce qu'on va appeler le QNH. Ça, c'est ce qu'on va appeler le QFE. Et ça, c'est ce qu'on appelle le standard. Il a un truc en 3 lettres qu'on n'a jamais utilisé, donc qu'on n'utilisera jamais. Ça existe, mais c'est de la merde. Donc là, c'est pas le QNH, parce que le QNH, le N, moi je me souviens que le N, c'est comme la M de mer. C'est probablement ouais, c'est la lettre la plus proche. Entre QNH et QFE, pour se souvenir entre les deux lequel est le plus proche, moi je me souviens que le N, c'est pas loin de la lettre M de mer. Ou alors le F, c'est comme le feu et le feu va pas non. Ouais, ou F comme flore, le sol. Flore. Flore, le sol. Et pas flower, la farine. La pression au niveau de la mer, nope. La pression de 1013,25, yep. La pression au sol, nope. Donc là, c'était la C. Ça va pour tout le monde? Même... oui. Pas trop. Je vous codifie. Allez, go. C'est bon pour tout le monde? Ensuite, la 25. Un pilote effectuant un vol à vue sur une route magnétique 200 peut adopter le niveau de vol. Alors là, est-ce que vous vous souvenez de cette règle-là? Ça, c'est ce qu'on va appeler la règle semi-circulaire. Hop. Alors, la règle semi-circulaire. Je fais un cercle comme ça. Je suis ici à 0. Là, c'est 360. Là, je suis à 180. Ok. Si je vais vers la droite, c'est comme si j'allais vers l'Italie. L'Italie, c'est un I comme impair. Si je vais vers la gauche, c'est comme si j'allais vers le
Portugal. C'est un P comme père. Faut aller un peu en bas quand même. Vite fait. Les deux sont en bas, mais c'est droite et gauche. Ok. Regarde, l'Italie, elle est là. Hein. Et le Portugal, il est là. Ensuite, il reste une dernière règle pour les niveaux de vol. Les niveaux de vol, ils sont donnés sur trois trucs. X, Y, Z. Le Z, c'est soit un 0, soit un 5. 0 si on est en IFR, 5 si on est en VFR. Le Y, c'est celui qu'on choisit si c'est pair ou impair. D'accord? C'est la règle qu'on a donnée ici. Là. C'est ça. Qui sert à déterminer si le Y. Donc là, quand je regarde mes propositions qui sont là, si je regarde, la A, je vais l'éliminer parce que là, j'ai un 0. Donc ça veut dire que c'est un vol IFR. Or, nous, on est en VFR. Là, j'ai un 0. Ça veut dire que je suis en IFR. C'est pas bon. Là, le 5, ça veut dire que je suis en VFR. Et le 5, ça veut dire que je suis en VFR. Maintenant, comme je suis à 200 degrés. 200 degrés, regardez où c'est. C'est ici, 200. Donc, il faut que je prenne un nombre qui est pair. Donc, là, ça c'est pair. Tout à fait. Et ça, c'est impair. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, pair et impair, 2, 4, 6, 8, c'est pair. 1, 3, 5, 7, c'est impair. Donc là, je ne prends pas lui parce qu'il est impair. Alors que lui, il était pair. Ça, c'est la règle pour les niveaux de vol qu'on a le droit de faire. Pour éviter que les avions se retrouvent en face à face, il va y avoir des règles qui disent que quand je vais de droite à gauche, enfin d'est en ouest, alors est en ouest, je prends des niveaux avec la dizaine paire. Quand je vais d'ouest en est, je prends des niveaux avec la dizaine impaire. Et ici, l'unité de ce niveau de vol-là, si c'est un 0, c'est que c'est des niveaux d'IFR, si c'est un 5, c'est des niveaux de VFR. Je prends un exemple. Le niveau 0,15, 0,20, 0,25, 0,30. J'en fais que quelques-uns pour que tu vois. Allez, Zéro voilà, dix. souvent, c'est, Alors, qui est qui? 30, 20 et Donc là, 10, c'est IFR. ça c'est de l'IFR. IFR. IFR. Puis le reste, c'est X, VFR. il sert à quoi? Donc là, c'est du VFR. Il sert à rien là dans mon exemple en fait. Ok. De rien. Je sais pas pourquoi je l'ai mis. Et ensuite, là c'est impair. Là c'est impair. Comme ils sont impairs, ça veut dire que ces niveaux-là, c'est des niveaux qui vont dans ce sens-là. D'accord? Comme c'est pair, ces deux niveaux-là, ça veut dire que c'est des niveaux qui vont dans ce sens-là. Ça va? C'est un peu plus clair comme ça? Ok. Oui, mais du coup, 45, c'est un pair. 45, attention, c'est la dizaine que je regarde si elle est paire ou impaire. C'est le nombre des dizaines que je regarde s'il est pair ou impair. L'unité, c'est soit 0, soit 5. C'est IFR ou VFR, mais ensuite je l'enlève. Pour regarder si c'est pair ou impair. Oui, Et du coup, le X, il sert à rien. il sert à rien. Hop là, YZ. Non, mais souvent, c'est vrai que les niveaux de vol, on donne rarement des niveaux de vol en dessous du FL 100. Donc, par habitude, moi, mes niveaux de vol, c'est FL 100, 105, 110, 115, 120, mais 0,5. Mais du coup, quand on regarde pair, par exemple, si 105, du coup, c'est le 0, Ouais. c'est le 10. C'est le chiffre des dizaines, de toute façon. J'enlève le chiffre des unités, je regarde ce qui reste. Monsieur? Oui, mais ça change. Oui. 10 ou 0, c'est pareil, de toute façon. Mais du coup, comment on sait si on utilise 20 ou 40? Ah, très bonne question. Imaginons, je suis en VFR. Je suis en VFR, je vais aller chercher celui d'après, hein. 0,35, parce que 0,35, il est comme ça, on est d'accord? En VFR. Ouais. Donc là, par exemple, je vais de Bordeaux à Dijon. Ok. J'ai le choix entre prendre le VFR 0,15 et le VFR 0,35. Ouais. C'est les deux seuls choix que j'ai. 0,10. Bon, ou après. Ah non, 0,10 c'est de l'IFR, j'ai pas le droit. Ah oui, oui. Donc, j'ai le choix entre ça et ça. C'est quoi qui va changer? Ben, en fait, ça dépend des distances, ça dépend des obstacles, ça dépend de plein de choses. Ah ouais. Donc, en fait, dans l'idée,
Quand je fais des très longs trajets, je vais avoir tendance à monter un peu plus pour ensuite voler assez haut parce qu'il y a moins d'air, donc ça frotte moins, donc il y a moins de pertes. Par contre, si je vais pas très loin, le temps que je monte et que je descende, j'ai consommé vachement de carburant pour monter et j'en ai pas gagné tant que ça en descendant, donc au final, c'était pas forcément rentable. Ça va dépendre du vent, ça va dépendre de plein de choses. La règle, c'est qu'en gros, quand je fais une certaine distance, Plus on monte haut, en fait, plus le chiffre va être grand. oui, ça c'est, là par exemple le niveau 15, c'est quelle altitude? Oui, c'est de l'altitude. C'est quel niveau? C'est, je prends 15, je rajoute 2 zéros et ça c'est en feet. C'est des pieds. Donc là je suis à 3500 pieds. Ah oui. Par rapport au niveau standard. Pas par rapport au sol, hein, par rapport au niveau standard. C'est un niveau de vol. Ouais. Bon, de toute façon, après ça, on le reverra dans des sujets. Hein. On va essayer d'avancer un peu parce que sinon, j'avoue, aujourd'hui, bon, c'est pas grave, au pire, on finira pas le cours aujourd'hui. C'est pas très grave. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça ou c'est à peu près clair? Ça va? Alors, le transpondeur est un équipement qui permet de quoi? Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que ça permet de piloter automatiquement l'avion? Ah non. Non, ça s'appelle comment ça? Ou L'autopilote. Un pilote automatique, ouais. Alors, les pilotes automatiques, dans les petits avions, dans ceux d'Aéroclub, il n'y en a pas. Dans certains un peu plus avancés, avec des équipements un peu plus avancés, ça existe, d'accord? Même si techniquement, le pilote automatique, enfin, quand on fait du petit aéronef, bon, c'est pour le plaisir de voler, et donc mettre un pilote automatique dans ces conditions, c'est un peu bizarre, quoi. Identifier et suivre le vol à l'aide d'un radar sol. Alors, il dirait non, il dirait qu'il n'est pas sûr, on va voir. On ne sait pas, on l'élimine pas mais on le garde pas. Pratiquer le vol en VFR au-dessus du FL 195. Ouais. Alors là, est-ce que pratiquer le vol en VFR au-dessus du FL 195? Déjà, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand je commence à monter un peu beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Plus d'oxygène. Donc est-ce que ça vous paraît probable? Non. Je vous le dis direct, non. Hein. Là, ça nous fait 19 000 pieds. Commence à faire... voilà. C'est limité à combien? Eh VFR, c'est limité à combien? Je crois que au-dessus du... je crois que c'est au-dessus du FL100 où on commence à plus trop y aller, quoi. C'est possible, mais on n'y va plus trop. Voilà. C'est pour vous donner un ordre de grandeur, quoi. Ensuite, effectuer un vol sans visibilité. Si j'ai un vol sans visibilité, on est en IFR. Hein. On n'est pas en VFR. D'accord? Or, le transpondeur, on a dit, c'est un équipement qu'il y a aussi dans les appareils VFR. Donc là, si j'élimine tous ceux que je ne sais pas, il me reste que celui où j'étais pas sûr, qu'on voulait peut-être éliminer, mais qu'on n'était pas sûr, ben non. Alors, le transpondeur, je réexplique ce que c'est rapidement. Le radar, il tourne, il envoie une onde, l'avion, ça fait un bip, ça fait un point sur le radar. Par contre, le point, il n'a pas d'identification, il n'a pas de numéro, il n'a rien. En fait, il y a un autre appareil dans l'avion qui va répondre à une demande de la tour des services de radar. Cet élément-là, c'est le transpondeur. Le transpondeur, c'est un truc qui est comme ça. Alors, ça dépend, hein, des fois, il n'a pas 4 boutons comme ça. Des fois, c'est directement des boutons numériques. Mais on va mettre un nombre unique qui nous a été donné par le service en vol. Je vais contacter le service en vol en disant Limoges information de Fox Zulu Delta, bonjour. Ensuite, je vais préciser Fox Zulu Delta, un Cessna 150, 2 personnes à bord, en provenance de Figeac-Livernon, à destination de Cahors. Je suis actuellement à 3500 pieds QNH, au sud de Figeac. D'accord? Et là, il va me dire Ok, Fox Zulu Delta, vous mettez transpondeur 4628. À la base, quand on est en VFR, on est en 7000. Et au moment où j'aurai contacté, il va me donner un numéro d'identification unique que je vais mettre, comme ça, sur son radar. Le point qui bip avec mon avion, il aura le numéro 4628. Et comme ça, il sait que cet avion-là, c'est un VFR avec 2 personnes à bord. Parce que quand il va devoir faire des croisements, quand il va devoir gérer des choses, il a directement toutes les infos sur lui. Et il peut nous identifier de manière unique. Ok ? Et des fois, on disparaît du radar parce qu'on est trop bas. Ça arrive, hein. On va aller voir par exemple le pont Valentré, donc on vole un peu plus bas pour bien voir, ou le jardin de chez mamie. À ce moment-là, le radar il nous capte plus parce qu'on est trop bas. Le radar il est à Babelwed, hein, il est hyper loin.
Donc en fait, des fois, il ne nous voit plus. Et donc, le contrôleur va nous dire Fox Zulu Delta, je ne vous vois plus sur le radar. Il nous le dit pour être sûr qu'il n'y ait pas un problème. Des fois, ça suffit pour être sûr qu'il n'y a pas eu, je sais pas, on a perdu connaissance, des trucs comme ça, pour pouvoir réagir vite. Souvent, on lui dit oui, oui, c'est normal, je suis à 2500 pieds QNH, je réapparaîtrai un peu plus tard. Voilà. On lui dit, hein, je fais du tourisme, et puis voilà, on s'en fout. Ok. Donc le transpondeur, c'est ça. Il existe des numéros particuliers, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il en existe 3. 7500, 7600, 7700. Celui-ci, on l'utilise absolument jamais. Non. Tu confonds avec l'immatriculation, toi. Là, on est en train de parler des problèmes. Je suis en train de les chercher. Vous les avez à la page, ici. Voilà. 7500, c'est le détournement. Ça suppose qu'il y a un pirate dans l'avion qui est en train d'essayer de vous mettre un couteau sous la gorge pour prendre l'avion. Bon, dans un avion 4 places, je dis pas que ça peut pas arriver, mais bon, quand même, c'est plus compliqué. 7600, c'est quand même souvent utilisé parce que c'est une panne radio. J'ai une panne radio et plutôt que les contrôleurs aériens s'inquiètent que je réponde pas et qu'ils croient qu'il y a un problème, on met 7600 et comme ça, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que quand on arrive, ils vont demander aux autres avions de nous laisser la place parce qu'ils savent qu'on peut pas les contacter. Ouais, mais dans ces cas-là, après l'avion, il est obligé de passer en contrôle par un mécano. Enfin, il y a une réglementation. C'est-à-dire que en aviation, comme en parapente, comme tout ça, tu as le droit de te poser partout. Par contre, après, bah, forcément, il y a des conséquences. Mais si c'était un vrai problème, tu n'auras pas de souci. Aujourd'hui, tu as un problème avec l'avion, tu poses dans un champ, tu détruis la moitié des cultures du paysan. Les assurances, elles sont là pour ça. Et en parapente, c'est la même chose. En parapente, c'est souvent que les parapentistes, ils atterrissent pas sur un terrain d'atterrissage prévu, ils atterrissent dans des champs autour parce que il y a eu un coup de vent, ils ont mal géré l'altitude, ils ont moins bien volé que prévu. Et ben, tu fais des dégâts, tu atterris sur un toit, tu pètes des tuiles en tant que parapentiste, ça arrive, ben, ton assurance, elle sert à ça. Voilà. Si c'est un avion qui atterrit. Bon, si c'est un avion qui atterrit sur ton toit, il y a des assurances aussi. Le toit, il en restera peut-être un chouïa moins des choses. Voilà. Et comme ça, il y a un bout de rafale qui était tombé sur cette maison il y a pas Ouais. très longtemps. Ouais, mais bon, voilà. Donc, du coup, ça arrive, mais voilà. L'objet de collection. Allez, on va essayer de finir quand même ces questions-là. Tac, tac, tac. C'est bon pour tout le monde? Alors, ensuite, en dehors des zones de forte densité d'atterrissage et de décollage, un aéronef doit respecter quelle hauteur minimale? C'est-à-dire, en gros, on est à la campagne. C'est quoi l'altitude minimale à respecter? Tu t'en souviens, Phil Arthur, ou pas? Non? Non. C'est pas 500 mètres. C'est 500 feet. C'est-à-dire 150 mètres, en fait. Ça fait pas si haut que ça. En vrai, c'est ce que je vous disais, hein, quand on est dans l'avion, si on descend à l'altitude minimale qu'on a le droit, on voit les personnes nous faire coucou et voilà. Et sourire, presque. Si on a des bons yeux. Sourire, c'est un chouïa chaud. Mais par contre, faire coucou comme ça, on le voit bien. Hein. Pas besoin de grands gestes, on le voit vraiment bien. C'est bon? La hauteur minimale de survol d'un rassemblement de plus de 100 000 personnes. Alors ça fait partie des réglementations à la con. Je sais pas si vous savez, c'est 1,5 km. Ok. Bon, là on est sur des règles, je sais pas si vous vous souvenez, il y a tout un tableau un peu chiant. Bon, pour moi ça fait partie des questions, on s'en fout un peu. Honnêtement. Allez, le circuit de piste. Alors, le circuit de piste, est-ce que vous vous souvenez de l'ordre? Je décolle. Donc là ma piste elle est là. Hein. Je décolle ici, je suis en montée initiale. Ensuite, ça va dépendre. Je pars à droite, en main droite ou main gauche, ça dépendra de l'aérodrome. Montée initiale, ici. Non. Vent traversier. Pour se souvenir de tout ça, je vous conseille, quand je décolle, le vent il est comment? Il est Face à moi. Donc le vent il est ici. Donc quand je suis dans cette étape-là, vous voyez que le vent il est sur le côté. Vent traversier. Ensuite, regardez, ici, le vent il est derrière moi. Vent arrière. Ensuite, j'arrive là. Là, c'est ce qu'on appelle l'étape de base. C'est qu'on est presque arrivé. Ok? Ici, la partie arrondie, ça c'est le dernier virage.
Et ensuite, là où on s'aligne et tout ça, c'est ce qu'on appelle la finale. Ok? Donc ça, il faut les connaître, toutes ces étapes. Vous l'avez hein, dans le manuel. Donc là, ici, il faut trouver le bon truc. Montée initiale, vent arrière, c'est pas bon. Étape de base en premier, non. Vent arrière en premier. Alors, si on arrive d'ailleurs, oui, c'est possible. Hein. J'arrive de là-bas, je viens directement ici. C'est possible. Ok? Donc, on ne va pas l'éliminer. Étape de base juste après. Ok? Par contre, la montée initiale juste après l'étape de base, ça, c'est pas possible. Ok? Donc, il nous reste que celui-là. Montée initiale, étape de base. J'ai tout éliminé là? En fait, Montée c'est initiale, la C, je pense. Ouais. étape de base, c'est pas bon. Ah, attends, montée initiale, vent arrière. Ouais, montée initiale, vent arrière. En tout cas, il n'y a pas le vent de traversier, ok, pourquoi pas. Étape de base, dernier virage et finale. Ouais, c'est la C. En fait, ils ont juste pas dit le vent de traversier. Le vent de traversier, on l'annonce pas forcément, enfin, on l'annonce même jamais à la radio. Ok? Ça, on l'annonce à la radio, ça, on l'annonce à la radio, ça, on l'annonce à la radio, ça, on l'annonce à la radio. Le vent de traversier, c'est le seul truc qu'on n'annonce pas. Merci pour... Vous voyez que des fois, les questions, elles sont aussi... Bon, il y en a qu'on pouvait éliminer. Là, j'avais éliminé celui-là parce que c'était pas l'étape directement après. Ben, on reprend les 4 questions. Ok? Vous avez un peu plus d'1 minute par question, ça laisse largement le temps. Ouais. T'as un peu plus qu'1 minute par question. C'est hyper long, 1 minute. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a où tu vas passer 2 secondes. Oui, voilà. Ah, oui. Donc en fait, pour les questions les plus dures, il faut des fois jusqu'à 2, 3, 4 minutes. Par contre, pour les questions les plus faciles, des fois c'est littéralement 10 secondes. Par contre, pensez bien à toujours lire les 4 réponses, au cas où. Hein, parce que vous savez qu'ils aiment bien faire qu'il y ait plusieurs réponses possibles. Pourquoi La- ils font ça? Ouais. Pour harceler les élèves. Oui, je suppose. Allez, la piste en service, c'est la 21. Quel cap successif devra prendre le pilote pour effectuer un tour de piste main gauche? Alors là, ce que je vous conseille, ça, ce genre de question, c'est faites un dessin. Donc je vais faire un dessin, je vais réfléchir. La piste, elle est 21. 21, ça veut dire que c'est quoi? Ouais, elle est penchée comme ça, effectivement. Et on doit atterrir comme ça. non? Et 21, c'est là, la piste 21. Elle est orientée vers les 210 degrés. Ouais. Et c'est une piste qui est main gauche. Ça veut dire qu'à chaque virage, je tournerai toujours main à gauche. Donc si je dessine, ici, je suis là, j'ai décollé, main gauche, main gauche, main gauche, main gauche. D'accord? Donc là, ça c'est 210 degrés. Donc 300. Et là, il faut que je regarde, ça c'est combien en degrés? C'est 90 degrés par rapport à... Voilà, j'ai toujours 90 degrés d'écart entre deux angles droits. 300. Donc ici, non, j'enlève 90 degrés. Regarde, le 0 il est là, le 180 il est là. Donc si là j'ai 210, hop, là je suis quelque part, voilà, 90 avant le 110. Donc là je suis à 120 degrés. Est-ce que tout le monde le voit ou pas? 120 degrés, j'enlève encore 90. Là c'est 120 degrés ça. Et quand je reprends 90 de moins, là j'ai fait un saut de 90. Là, je refais un saut de 90. Donc là, je suis à 30 degrés. Et Ici. moins 90, ça fait 300. Et là, moins 90. Alors, le problème de moins 90, hein, c'est quoi ton problème, Anaïs? Il faut faire 360. Là, je suis à... Alors, je recommence. On me dit que la piste, elle est en 21. 21, ça veut dire 210 degrés. Ok? 210 degrés, je sais qu'à chaque fois, je fais des angles droits. Si je pilote bien. Si je pilote pas bien, je fais des angles pas très droits, mais... On va dire que c'est des angles droits. Si ça c'est 210, là c'est un angle. Ça c'est mon 0. Et ça c'est 210, ça c'est un angle qui est plus petit que de 210. D'accord? Et entre deux angles droits, j'ai combien? 90 degrés. En fait, non, c'est juste que C'est pas... ça fait comme ça et après ça part. Non, non, c'est juste pour dire je fais un angle droit, deux angles droits, trois angles droits, quatre angles Oui, droits. mais pour aller après se poser. Oui. Ok, Mais non, là ce que je vais faire, je vais donner les 4 directions et après je vais relire le sujet. oui, mais je- j'ai pas en fait compris le but de ce schéma. C'est pour ça. Ce schéma, c'est de calculer les différentes caps que je vais devoir prendre aux différentes étapes. Sur mon avion, une seconde, excusez-moi.
parce que sinon ça va encore faire chier. Il faut que je coupe l'audio. Hop, non c'est pas ça, c'est ça. Allez, donc là ici je vais calculer en fait les différents caps que je vais devoir suivre pour pouvoir faire les différentes branches correctement. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait quand je vais être ici, je vois plus toujours très bien l'aérodrome. Donc je peux vérifier mon cap directement sur mes instruments pour être... voilà. Donc là c'est pour ça qu'on vous demande de savoir en gros calculer les 90. Hein. Donc là ici je suis à 30 et là je devais être à 30 moins 90. Le problème c'est que ça n'existe pas les angles négatifs. Ce que je peux faire plutôt que d'essayer de calculer le moins 90 dans ce sens-là, je peux dire c'est là plus 30. ou là je peux faire ça, plus 90. Ah ouais. Ok, dans ce sens-là. 210 plus 90 ça fait 300. Donc là ici j'ai le 300. Et là je vais relire. On me dit quoi? Pour effectuer un tour de piste main gauche. Donc il commence par vent traversier. Ok, donc le vent traversier c'est celui-là. Donc il a commencé par 120. Donc normalement le premier truc c'est censé être 120. Ok. Et je vais vérifier est-ce que c'est possible. 120, ensuite il va à 30. 30, ok. Ensuite de 30 il part à 300. Ok. Et enfin de 300 il part à 210. Donc là la C elle est bonne. Est-ce que ça va l'idée? C'est un peu plus clair? Allez, on a bientôt fini, après on fait une mini pause et... hop. Ouais, c'est bon. Donc, c'est quoi les zones dont le survol est strictement interdit? Est-ce qu'un parc naturel c'est strictement interdit? Non. Zone D, ça veut dire quoi D? Dangereux. Ouais. D c'est pour dangereux. C'est pas juste des A, B, C, D pour les noter? Alors, ouais, ça existe aussi. Ça, Non, c'est P. P. Alors, R c'est pour restricted, restreint, d'accord? Et là P c'est prohibited. C'est prohibited. C'est strictement interdit. Donc là le strictement interdit c'est le P. Ok? Mais Toi tu c'est-à-dire- confonds avec la classe d'espace. Mais ça, c'est pas la Il y a... classe. Non, là on te parle des zones. En fait, les zones qui sont comme ça va être des zones rouges. Et on va te dire que c'est par exemple la P50. D'accord? Les zones d'espace, les classes, ça va être des grandes zones comme ça. Tac. Et là, tu vas avoir la lettre, mais qui est dans un petit carré bleu. Bon, ça, vous l'avez pas vu, c'est pas grave. Ok? De Monsieur, c'est toute façon, c'était pas D la réponse, donc on s'en fout. C'est quoi ces zones dangereuses? Ça pourrait être pas loin d'une usine, genre SDF par exemple, j'en sais rien. Des usines de produits chimiques, j'en sais rien. Hein? Golfech, mais je crois que les centrales elles sont même en zone P. Et du coup, les zones. La grève. Oui. Ah, c'est la grève. Ouais. Mais du coup, la zone 51, c'est en prohibition. Enfin, t'as pas le droit de La zone 51 aux États-Unis? Oui, c'est des zones. Alors après, eux, ils n'ont pas exactement le même système que nous. Enfin, oui, mais Mais oui, c'est des zones complètement interdites. Allez, on essaye de finir, s'il vous plaît. Allez, Emilia, sur un aérodrome, l'altimètre, il indique l'altitude par rapport au terrain quand il est calé sur quoi? Alors, est-ce que c'est le calage standard? Non, parce que ça, c'est le flight level. Or là, on veut l'altitude par rapport au sol, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'altitude par rapport au terrain, c'est ce qu'on appelle la hauteur. Hein. Ok. Le QNH, c'est par rapport à la mer. Du coup, c'est ça. Ah non, par rapport au terrain, on veut. Ah ouais. Donc, c'est le QFE. C'est ça, par rapport au sol. F comme flore. Alors ici, le QFU, c'est pas ça. Le QFU, c'est le numéro de la piste. QFU, c'est les numéros de piste en fait.
Ouais, à l'époque, ils avaient des symboles de 3 lettres pour absolument tout, et il y en a qui se sont un peu mélangés, quoi. Ok? Allez, il nous reste un dernier exo, et ensuite on se fait une petite pause. Et le dernier exo, ce sera le meilleur. Ouais. Là, la dernière question, c'est vraiment le top du top. Il faut faire un dessin. Quand vous faites ce genre de questions, surtout le jour du BIA, prenez un brouillon à côté et faites un dessin. Ah, mais moi, ça m'envoie. Tu as le droit d'utiliser un bout du sujet comme Et brouillon. ça va être au lycée Oui, ce sera au lycée. Oh, faut faire des conversions. Et ce sera sûrement moi le surveillant. Ah, y a- Alors, en croisière à 400... Allez, s'il vous plaît. Croisière à 4500 feet, QNH. Ça veut dire quoi, QNH? Au niveau de la mer. Donc, je dessine ma mer. Enfin, je dessine la mer, pardon. Je fais un avion. Ouais, c'est un peu bizarre, hein. Ok. Ceci est un avion. Ah, c'est un avion énervé, regardez. Il est bizarre. Ah, il est pas content. Oui, plaît. Ok. Donc, mon avion, il est à 4500 feet. QNH. Donc, par rapport au niveau de la mer. On me dit qu'il veut rejoindre un aérodrome qui est situé à 150 mètres d'altitude. Wow. Alors là, déjà, c'est des gros chiens. Pourquoi? Parce que c'est comme Et ça, alors voilà. En fait, l'altitude du terrain ici. Donc là, j'ai le sol, hein, avec ma piste. Tac. Et là, c'est du 150. Mais ça fait Mètres. 500 feet. Et voilà. Ce qui est con, c'est que c'est des enculés. Là, ils nous ont mis des feet. Là, ils nous ont mis des mètres. Donc, on est obligé de le 500 calculer feet. en Et ça fait feet. 4000 mètres. Donc, ça fait 4000 feet, du coup. 500 feet. Ok? Et du coup, ça veut dire qu'il y a. Ça veut dire que 4000 si là j'ai 4500 et là j'ai 500, mon dessin n'est pas à l'échelle. Effectivement. Là, il me restera techniquement 4000. 4000 feet. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ça? Le circuit de piste de cet aérodrome... Attendez, c'est pas fini. Ça, c'est divisé par- C'est bon? Le circuit de piste de cet aérodrome s'effectue à 1000 feet seul. Ça veut dire qu'en gros, quand je vais vouloir faire mon circuit en l'air ici, par rapport au sol, ça c'est mon circuit en l'air, ça se voit pas, regardez. Tac, 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 tac. C'est les 4 branches, hein, d'accord? Et ça se fait à 1000 feet du sol. Ça fait donc. Ah. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut faire un dessin, hein, parce que sinon on s'en sort pas de ce genre d'exo. Ça fait 300 mètres. Alors. Et donc, ensuite, avec un taux de shoot de 500 feet par minute, la descente jusqu'à intégration dans le circuit durera. Donc en fait, ce qu'on me demande, c'est combien il y a ici déjà. C'est ça qu'on me demande. Est-ce que tout le monde arrive à le voir? Que ça, c'est la première bout de question. Donc là, j'arrive à déduire qu'il me reste 3000 feet. Pourquoi? Ouais. Ah oui. Parce que j'avais 4000 ici, moins 1000 ici, il me reste 3000 ici. Mais tu vois que sans dessin, 1000 feet en mètres, ça fait 300 mètres. 300 mètres à peu près. Ok. Mais regarde ici, on me demande un taux de chute de 500 feet par minute. En une minute, je descends de 500. Il me faut combien de minutes pour descendre de 3000? Alors, soit je fais 3000 divisé par 500 pour les meilleurs en calcul mental, soit je le fais sur une petite feuille. 500 feet. Non, vous n'avez pas de calculatrice. Une minute. 1000 feet, Oh, les conversions. 2 minutes. Bah ça va, ça c'est Oui, facile. mais il y en a qui ont plus de mal avec des divisions. Tu peux aussi le faire un petit peu comme ça à la main sinon. Ou sinon un Bon, produit après, en si croix. c'est, 20 000 feet, Bon, on pourra voilà, faire après ça. ce serait plus compliqué. Mais là en fait, j'ai juste à faire ça, hein, regardez. 30 divisé par 5. Allez, Eléa. 6. Donc en fait, ici, il va mettre 6 minutes pour passer de 4500 jusqu'à ici, le circuit d'aérodrome. Vous voyez un peu l'idée? Ah, celle-là, elle est un peu sympa, hein, cette Non, question. ça va, franchement. Je vous avais la dit, plus c'est ma facile. préférée. C'est là où j'ai compris plus. Allez, on se fait une petite pause. Ça sert à rien. On se fait une petite pause et on reprend le cours juste après. Allez, c'est parti. On est donc, après avoir fait tout ce QCM, on est arrivé à la partie numéro 3. Yes. Sur les principes et outils de la navigation. Je ne suis pas sûr qu'on aura le temps de le finir aujourd'hui vu qu'on n'a qu'une heure, mais c'est pas grave, au pire on fera la prochaine fois. On est assez en avance cette année pour prendre notre temps. Ce qu'il faut voir, c'est que, hop, déjà on est dans la vidéo N06. Hop, sur la mesure du temps. Est-ce que vous savez que la Terre tourne autour du Soleil? Ah oui. Ok, c'est déjà pas mal. Les saisons correspondent finalement à l'éclairement moyen que va avoir
la planète par rapport au Soleil. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'axe de rotation de la Terre, c'est pas vertical, elle est légèrement penchée. D'accord? Et c'est pour ça d'ailleurs que dans l'hémisphère nord, l'été, c'est l'hiver dans l'hémisphère sud, et inversement. Enfin, il fait chaud, plutôt on va dire il fait chaud, il fait froid en inversé. On va dire ça comme ça. Dernier truc qui va être important, la Terre, elle tourne sur elle-même, d'ouest en est, donc elle tourne dans quel sens? Elle tourne dans ce sens-là, sur elle-même. D'accord? C'est Ouais. l'inverse du lever du soleil. Exactement. Si vous voulez penser à un truc, vous pensez au Japon, c'est le pays du soleil levant. Le soleil se lève sur le Japon, à notre gauche, et il fait comme ça dans le ciel pour nous. D'accord? C'est-à-dire qu'il se couche. Il fait est-ouest. Voilà, il fait est-ouest. Donc, la Terre, elle, tourne dans le sens inverse. Ok? Et de combien elle tourne? Elle fait un tour, 360 degrés, En 24 heures. en 24 heures. Donc, si je cherche en 1 heure, elle fait combien de degrés? Ben, il faut que je fasse 360 divisé par 24. Et ça fait à peu près 15. À peu près. Ok? En gros, en 1 heure, la Terre, elle tourne de 15 degrés. C'est stylé. Et faire un tour entier par le soleil, c'est une année entière. Et oui, un tour autour du Soleil, c'est une année, ouais. 365,25 jours, pour être exact. Et en 1 minute, si je cherche 1 degré, combien ça te met de temps, il faudrait que je fasse un autre produit en croix, parce que là, c'est 60 minutes, blabla. Hein, et je cherche pour 1 degré, ben, je fais 60 divisé par 15. Ça va me donner, ici, 4 minutes. En fait, le Soleil, dans le ciel, il fait 1 degré toutes les 4 minutes. Voilà. Ça va être long, hein. C'est cool, hein? C'est long. Bah, ça dépend, 1 degré, c'est pas grand, hein? Je sais pas si t'as déjà pris un rapporteur, 1 degré, c'est vraiment pas grand. Ah oui, c'est pas du tout. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Jamais rapporté. Alors, on va parler maintenant... Ah pardon, vous avez pas fini, excuse-moi. Hop. Et donc oui, ce qu'on pouvait rajouter, si on veut, c'est que là, ça, voilà. 1 an égale 365,25 jours. Le virgule 25 sert à rien. Il correspond à quoi ce virgule 25? L'année bissextile ou... À l'année bissextile, voilà. Et il y tombe quand ce truc d'année bissextile, c'est quoi en fait? Tous les 4 ans, il y a quoi? Le 29 février. Il y a le 29 février. Voilà. Bon, c'était une parenthèse, mais... Ceux qui sont nés le 29 février, force à eux. Mais du coup, ils doivent le faire. C'est bon? Le premier en fait. Parce que s'il n'y avait pas une 29, ce serait le premier. Voilà. C'est bon, je peux effacer? Allez, zouf. L'heure UTC. L'heure UTC, c'est quoi? C'est l'heure universelle. Elle est notée Z. Ok. C'est quoi l'UTC, en fait? C'est par rapport à quoi? C'est l'heure londonienne. C'est par rapport à Greenwich, le méridien de Greenwich. On va le revoir plus tard. Hein. Le méridien de Greenwich. C'est moins 1 par rapport à nous. Ouais, c'est l'heure de Londres, en gros. D'accord? Et l'heure UTC, ouais. Le noté, c'est juste un Z. Ouais, c'est un Z de majuscule. C'est un Z majuscule. Ils ont uniquement besoin de la barre. Mais ça dépend de la cible. Bah, si tu mets pas la barre, c'est un 2 en fait, regarde. Ça, c'est un 2, c'est pas un Z. C'est un 2, ça. Et ça, c'est un Z. Et Z, c'est... Bon, Écris ton Z comme tu veux. Moi, je mets des barres dessus pour être sûr que ce soit pas des 2. Parce que quand je fais des équations, j'ai besoin que mes élèves ils soient sûrs si c'est un 2 ou un Z. Donc, j'écris vraiment de manière explicite. Monsieur, ça vous est arrivé quelques élèves, ils vous reprennent en disant ah ben monsieur, je me suis trompé encore, c'était un... Oui, deux, un tout le temps. Tu pars du principe que c'est des singes, et bien félicitations, t'as pas totalement tort. Allez, sur ces bonnes paroles, ça c'était N07. Pardon. Non, en gros, des fois les gens écrivent sans réfléchir, donc oui, les gens confondent un pied avec un truc, enfin bon bref. zéro avec un... Voilà. L'heure UTC, c'est N07. Ouais, en fait, l'heure UTC c'était la N07. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est qu'en France, l'heure locale, alors ici, HL c'est pour heure locale, hein. C'est pas pour high level, pour les gamers, c'est pas ça. Et ça c'est en hiver,
Et en été, on est à UTC plus 2. D'accord? Donc, s'il est midi à Londres, il est 14h chez nous. S'il est midi à Londres, il est 13h chez nous. Ok? Oui? D'accord. J'ai pas l'impression de parler tout seul. Allez. Hop. L'heure du fuseau. Alors les fuseaux horaires, c'était une bonne idée et ensuite ça a été une réalisation chelou. Pourquoi? Parce que théoriquement on pourrait se dire on a découpé tout droit. Oui, mais comme on veut essayer de garder les pays dans la même zone horaire pour éviter que ce soit trop le bordel à l'intérieur d'un pays, c'est à peu près des tranches, mais pas du tout. Dès qu'il y a de la terre, on agrandit la tranche pour que ça soit, qu'elle soit dans une seule tranche. Mais l'Espagne, c'est vraiment en dessous de l'Angleterre, c'est pas dans le même fuseau horaire. Voilà, exactement. L'Espagne, typiquement, Alors en que le fait, Portugal, l'Espagne, ils ont pris toute la zone. En fait, ce qui se passe, la logique, ça a été quoi de se dire, c'est que tout cela, ils ont essayé de faire une zone économique commune. Voilà. Le Portugal, ils étaient pas d'accord. Ils ont fait nous, Non, on le a Portugal, eux, ils s'en battent les couilles, ils sont dans l'autre fuseau horaire. En vrai, c'est pas critique, mais bon, ça. Voilà. Ok. Donc, les fuseaux horaires, théoriquement, c'était comme ça. Vous savez qu'il y a l'histoire en France de l'heure d'été et l'heure d'hiver. Tous les pays déjà ne l'appliquent pas. Ça, c'est pas faux. Mais Voilà. ils avaient hésité à la retirer, non? Et ça fait 4 ans qu'ils disent on va la retirer l'année prochaine. Ouais. Bon, on verra dans 4 ans s'ils l'ont retiré. Donc l'heure d'été, l'heure d'hiver, le changement d'heure, en fait, à l'époque, il était fait pour économiser de l'énergie parce qu'on se chauffait on s'allumait à la bougie et tout ça. De nos jours, heure d'été, heure d'hiver, de toute façon, les gens, quand ils sont chez eux, ils allument le PC qui consomme 10 fois plus que la lumière. Donc, bon, partant de là, l'économie, elle est plus forcément aussi majeure qu'avant. Donc, ils risquent de la supprimer, enfin, c'est ce qu'ils disent depuis 5 ans. Donc, théoriquement, il y avait 24 fuseaux de 15 degrés chacun, et chacun avait son fuseau. L'endroit où c'est le plus le bordel, c'est quand même les États-Unis. Les États-Unis, si on prend le plus à l'ouest et le plus à l'est, ils ont... Regardez. 3 heures d'écart. Alors là, on est à moins 9, je crois. Non, ils sont à 8h, 9h. Le plus grand écart qu'ils ont dans le pays, c'est... Mais la Russie, C'est la Russie, normalement. Oui, bon, il y a la Russie aussi, mais on s'en fout de la Russie. Je parlais des États-Unis, des pays classiques, on va dire. Parce que la Russie, c'est vrai que c'est un grand territoire, mais qui est principalement vide. Alors que là, c'est un territoire qui est quand même rempli d'est en ouest par des gens... Bon. Bref, allez, j'arrête. Se repérer sur la Terre. C'est la vidéo N01. Ok. Alors, pour se repérer sur la Terre, en fait, ils ont fait un quadrillage. Ce quadrillage, il est cool, mais il n'est pas forcément hyper évident pour tout le monde. C'est quoi les parallèles? Les parallèles, et là vous allez sortir un stylo de couleur. Les parallèles, c'est parallèle à quoi? C'est parallèle à l'équateur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'équateur. Équateur. Ok? Et on va avoir des parallèles, par exemple ici. Là, j'ai une parallèle. Tac. Est-ce que vous connaissez des noms de parallèles? le tropique du Capricorne, le tropique du Cancer. Ou du cancer, voilà, exactement. L'équateur, c'est ce qu'on va appeler le grand cercle. Nous, c'est le Cancer ou le Capricorne. Hop, d'accord. Le grand cercle. Là, on va avoir ici tout ce qui est du nord. Et là, on va avoir des parallèles au sud. D'accord? Monsieur, au nord, c'est Capricorne ou Cancer? J'en sais rien. Je vais regarder. J'en ai pas la moindre idée. Ah merde. Cancer, c'est en haut. Oups. Il est sur le dessin. Hop là. Tu le vois sur le dessin, toi? Ouais. Ok. Moi, j'y vois rien. Si Ah tu ouais. le dis. C'est les... Du coup, c'est où? Tropique du cancer, c'est celui qui est ici. Voilà. Là, on a le tropique du cancer. Et Hop. c'est quoi là en haut? Tropique. Le N et le S. Alors, j'y viens. Sud. C'est nord et sud. Oui, mais les petits pointillés. C'était juste pour dire, là, on est sur des parallèles qui sont au nord, et là, on est sur des parallèles qui sont au sud. Et là, c'est le tropique du Capricorne. Ouais, du Capricorne, ouais. Là, c'est Capricorne. Tropique. Oh, on se moque pas. Hein.
Capricorne. C'est pas facile à écrire en plus. Les Capricornes. Ok. Voilà. Alors, ce qui va être important, c'est que tout ça, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner ce qu'on appelle la latitude. La latitude, elle va être comprise entre quoi et quoi? Le point le plus haut que je peux avoir, je suis à 90 degrés au nord. Et le point le plus bas, c'est 90 degrés sud. Ok? Donc la latitude, elle est toujours donnée sur deux chiffres. Elle est toujours donnée sur deux chiffres, degrés, et ensuite on vous dira si c'est du nord ou sud. Oui? J'ai pas compris ça. Là, tu es d'accord que la latitude elle est donnée entre plus 90 et moins 90. La latitude, elle appartient à moins 90, plus 90. Donc, pour donner tous les chiffres entre moins 90 et plus 90, j'ai besoin de combien de chiffres? 2. Si j'avais quelque chose qui dépasse 100, j'ai besoin d'un troisième chiffre. C'est ce qu'on va voir juste après. C'est pour vous aider à retenir ce genre de choses. D'accord? Donc, en gros, la latitude, elle va être donnée en nord ou en sud. Mais D'accord. c'est pas entre moins 90 et 90, hein. Ouais. 90 et 0. C'est 90 nord et 90 sud, ouais. Effectivement, il n'y a pas le signe, mais c'est pour vous donner le fait que c'est entre 0 et 90, si tu préfères. Appartient à l'intervalle. Ah oui, là c'est des maths, hein. Désolé. Ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Attendez, monsieur, juste attendez. Juste un truc au-dessus. J'attends. Donc ça, c'est important de se souvenir que c'est des parallèles. Parallèles à quoi? Parallèles à l'équateur. C'est des tranches de pizza. Genre mon fromage. Petit champignon si t'es... Non, pas je Pas de champignons? Putain. Je savais pas ce qui est bon. C'est bon? Allez, hop. Hop là. Oula, c'est très zoomé. Pardon. Un exemple. Pour Toulouse, on est à 43 degrés, 36 minutes, 15 secondes, nord. Tiens, on va faire une petite parenthèse. C'est quoi ces merdes? 36 minutes, 15 degrés. C'est pas le décalage horaire. Alors, non, pas du tout. C'est genre, au lieu de mettre des virgules, on met ça. Ouais, c'est des sous-unités. Ça va. 1 degré, c'est 60 Minutes. minutes d'angle. C'est des minutes d'angle en fait, ça. Ok? 1 minute d'angle, c'est combien de secondes à votre avis? D'angle? 60 secondes d'angle. Secondes. T'as appris ça, ouais. Non, mais... Ils l'ont peut-être pas encore vu. Ah, ok, j'ai compris. Entre deux minutes, c'est la même chose. Non, mais c'est pas grave. Un angle, il est en degrés. Et en fait, soit je dis que c'était... Alors, attends, je vais faire une conversion là juste pour eux. Imaginons, j'ai 43 degrés, 36 minutes. Le problème de ça, c'est que des fois, on voudrait dire 43 degrés, virgule quelque chose. D'accord? Or, 36 minutes, vous voyez que les minutes, il y a combien de minutes dans un degré? 60. Donc en fait, c'est 36 sur 60 degrés. C'est un soixantième de degré. On peut le dire à l'envers en fait, si tu veux, regarde. Je peux dire que 1 soixantième de degré, c'est 1 minute d'angle. Est-ce que tu le préfères comme ça, Anaïs? Quand j'ai 1 degré qui vaut 60 minutes, je peux dire que 1 minute, c'est 1 soixantième de degré. Donc si j'ai 36 minutes, je peux dire que c'est 36 soixantièmes de degré. Je fais mon calcul. Ça se fait bien parce que 6 x 6, 36. D'accord? Ça fait 0,6 degrés. Il y aura ça au BIA. Non, très peu des conversions comme ça. On en refera quelques-unes. On en refera quelques-unes des conversions comme ça pour que vous soyez à l'aise. Mais il y a ce que je disais tout à l'heure à Phil Arthur, c'est que si vous avez une conversion comme ça dans tout le BIA, au pire c'est une sur 100 questions. Hein. Donc c'est pas non plus critique. Donc là ici, c'est bon. Si je veux écrire 43 degrés 36 minutes, je peux écrire que c'est 43,6 degrés. Parce que mon 36 minutes, c'est 0,6 degrés. Donc ça me fait 43,6 degrés. Ça va pour tout le monde? C'est compliqué. Ouais. Je vois des yeux plissés. Je sais pas si c'est de la concentration ou... Ok, très bien. Si ça va pour tout le monde alors. Est-ce que je peux effacer?
Allez, donc ça c'était les parallèles. Les parallèles, c'est l'horizontal, c'est les tranches de pizza. Maintenant, on va faire des bouts d'orange. Je dis vraiment n'importe quoi. Hop, là, j'ai le bout le plus célèbre. Ici, j'ai Greenwich. C'est le méridien. C'est le méridien de Greenwich. Alors, je sais jamais l'écrire. Ah, il n'y a pas de T. Le méridien de Greenwich. Faites-le en vert. Si vous aviez fait en rouge tout à l'heure, faites en vert. Hop là. Tant pis. Donc là, j'ai Greenwich. Hop. Ça, c'est le méridien de Greenwich. Et pourquoi je l'ai fait en vert? Parce que... Greenwich. C'est... Waouh. Ah mais waouh. Ah ouais, toujours plus loin. Hein. Ah oui. La pédagogie n'attend pas. Et en fait, ensuite, ça va être le point 0. Et ensuite, je vais regarder les angles qu'il y a autour. Alors, les angles qu'il y a autour, ça va être quoi? Bah, je prends par exemple ici, tac. Je vais avoir un certain angle là. Je suis à peu près, on va dire, je sais pas, je suis à 60. Ouais, je suis à. Non, 90, il est là. Donc, ça, c'est 60 degrés par exemple. 60 degrés. À droite. Ça s'appelle Est. Ok. Si j'étais de ce côté-là, je serais à 30 degrés ouest. Et oui, c'est W. W, comme ouest. Ok. Je peux aller jusqu'à quel nombre le plus grand possible? 180. Là, ici, la limite qui est derrière, forcément, je suis à 180. Donc là, le plus grand possible, c'est 180 degrés est, pour aller jusque là-bas. Hein. Ou sinon, si je passe de l'autre côté, 180 degrés ouest. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler la longitude. Et la longitude, elle est donnée sur combien de chiffres? Forcément, elle est donnée sur 3 chiffres. Degrés, soit est, soit ouest. Parce que je vais entre 0 et 180. Donc, même si c'est 0, je dirais 0, 0, 0. Genre, si on est sur le méridien de Greenwich, Eh bien, on dira j'ai une latitude de 0, 0, 0 degrés est, par exemple. Bon, on est toujours un peu à droite, un peu à gauche, hein, on ne sera jamais pile poil. Ok? On donnera toujours les 3 chiffres. Et ça vous permet de vous souvenir que c'est la partie est-ouest, du coup. Est-ce que ça va pour tout le monde ou pas? Oui. Ok, cool. Donc, on compare par rapport à Greenwich. On donne toujours l'est ou ouest, et c'est toujours sur 3 chiffres. Voilà. D'accord, j'attends, t'inquiète pas. Comment on écrit en toutes lettres Ouest. Alors, en anglais, ouest. Ah oui. En français, Ouais. ouest. Pardon? J'avais pas compris que le geste c'était pour. Ouest. Et le E, c'est pour... Est. Alors, en fait, en français, c'est est. Et en anglais, c'est east. East, west. C'est bon pour tout mais le monde? pourquoi si en anglais c'est... Laisse tomber. Pourquoi ils ont transformé en ouest? J'en sais rien, moi. C'est pour la prononciation. Va chercher un linguiste, un historien des langues, et il pourra te dire peut-être pourquoi on a eu des dérivations comme ça. C'est bon ou pas? Ok. Donc ça, c'est la longitude. Latitude, c'est les tranches de pizza. Longitude, c'est les quarts d'orange. Ouais, viteuf. Si l'orange est à la verticale. Ok. Ça, on l'a déjà dit. Les cartes. Les cartes, c'est la N03. Alors, les cartes, c'est le bordel. Parce qu'en fait, on vous a menti toute votre vie. Oh là là. Ouais, voilà. J'attaque direct un peu fort, mais... Pourquoi on vous a menti? Parce que quand je prends une sphère et que j'essaye de la déplier sur une feuille, est-ce que ça marche? Non. La réponse est absolument pas. Ça fait. Ça marche pas du tout. Et
en fait, les projections qu'on a, elles déforment certaines distances. Et elles déforment des fois beaucoup. L'Afrique, elle est vachement plus petite. Ouais, en fait, c'est de la merde. Donc la projection que nous, on a, ce qu'on a fait, c'est que au niveau des pôles, là, on a projeté tout droit, comme sur un cylindre. Vous imaginez, je prends la Terre, je la fais tourner très vite. La Terre qui était comme ça, elle vient se splatcher le long d'un cylindre. Et bien les distances qui sont là, qui sont en fait en réalité très, très larges mais pas très hautes, elles vont se retrouver déformées complètement. Quand on est à l'équateur, il n'y a pas de souci, il n'y a pas trop de déformation. Mais plus on est là-haut, plus c'est déformé. Le Groenland, il est tout petit en vrai. Ouais, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la projection Mercator ou la projection cylindrique. Je ne sais pas si la prof d'histoire vous en a parlé un petit peu. Globalement, dans toutes les projections qu'on aurait pu prendre, c'est une des pires. Et c'est celle que tout le monde utilise. Parce que, voilà. Ok. Voilà. Elle est bien tant qu'on reste à peu près ici dans plus ou moins 60 degrés. C'est-à-dire pour cette tranche-là, ça va. Donc par chez nous, ça va. En haut, on s'en fout. Mais alors, les navigateurs n'utilisent pas ça, hein, soyons honnêtes. Il existe ensuite une deuxième projection. C'est la projection Lambert conique. En gros, on prend ici une feuille de papier et on va venir projeter comme ça. Et ce qui est bien avec cette projection, c'est qu'on va pouvoir avoir ici un endroit qui est pas trop mal. Bon, en vrai, c'est pas idéal non plus, hein, d'accord? Bah, chaque truc a son nom. Lambert, monsieur, c'est comme un physicien. J'en sais rien, c'est une bonne question. Je sais pas si c'est comme le physicien Lambert. Faudra regarder, je t'avoue, je sais pas. En aéronautique, c'est ce type de projection qu'on utilise. Alors en fait, en pratique, c'est ce type de projection qu'on utilise localement. C'est-à-dire qu'en fait, nos cartes à nous, c'est des cartes qui sont grandes comme ça à chaque fois, hein, en aéronautique. En France, par exemple, rien que pour la France, il y a 4 cartes aéronautiques différentes en VFR. Voilà. Ouais. Du coup, quand on va traverser toute la France. Et bien t'achètes les 4. Voilà. En fait, attention, hein, quand je fais des petits carrés comme ça, en réalité, les 4 cartes VFR, elles font comme ça. Ah, ok, ça va. À peu près. Il y a des superpositions. Pour que tu aies le temps de changer de carte et pas instantanément. Oh putain, je suis pile poil au milieu des deux. Mais bon, Et quand même. Quand il y a un aérodrome entre les deux, Il est sur les deux en fait. oui, mais du coup, faut acheter les deux cartes. Bah en fait, ça dépend. Si tu es ici, tu achètes la carte qui est la plus pratique pour toi. Si tu sais que tu vas voler tout le temps dans ce coin-là ou tout le temps dans ce coin-là. Si tu es pile poil ici, bah en fait, tu n'achètes que la carte où tu es au milieu. Tu n'achètes pas celle où tu es sur le bord, quoi. Voilà. Après, les cartes, c'est 20 et quelques euros. Donc c'est pas non plus, ça te ruine pas. Et puis, quand tu fais des gros trajets, ce qui se passe, c'est que tu demandes aux autres pilotes du club s'ils peuvent pas te prêter leur carte. Par contre, après, il faut la rendre. Bah, logique. Voilà, voilà. Ok. Sinon, ça s'appelle du vol. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur les unités de distance? Alors là, je vais prendre quelques petits temps pour faire des notations. C'est la N02. Hop. On en a déjà parlé en fait de ces trucs-là. Et donc, on va le reprendre un petit peu. On a dit, le mille nautique, c'est quoi? C'est un arc de cercle à la surface du globe qui a un angle de 1/60e, c'est-à-dire 1 minute d'arc. J'attends 2 secondes. Hein. Le mille nautique, c'est un arc de cercle à la surface du globe qui a 1/60e, c'est-à-dire 1 minute d'arc. Le problème, quand je prends ma planète, alors vous ne faites pas ce dessin pour l'instant, mais je vais vous donner un exemple. Si je prends ici en vertical, j'ai pas trop de soucis, les 1 minute d'arc, je vais les retrouver, elles seront toujours écartées comme ça. Peu importe où je me mets, comme tout est parallèle, il n'y a pas de souci. La distance ici, c'est les mêmes. Hein. Ok? C'est bon, Moya? Le problème, quand je commence à prendre les méridiens, regardez, je prends 2 méridiens qui sont pas loin. Je l'exagère volontairement, mais est-ce que vous êtes d'accord que l'écart qui est ici, c'est pas le même que l'écart qui est ici, en distance? Mais parce qu'ils rejoignent le même pôle, c'est pas pareil. En fait, on a quand même 1 degré, ou 1 minute, pardon, d'angle, mais ici, ça fait une plus grande distance, et ici, ça fait une plus petite distance. Alors que sur les parallèles, peu importe où je prends, c'est toujours la même chose. Ok? Donc, ce qu'il faudra retenir, c'est que quand on dit 1/60e, c'est-à-dire 1 minute d'arc, ça, c'est 1 minute d'arc. D'accord? Par contre, la distance, c'est égal à 1 nautic miles. Égal 1 nautic miles.
Par contre, la distance qui est comme ça, le seul endroit où on a un vrai nautic mile, c'est quand je suis à l'équateur. Tout le reste, c'est pas un nautic miles. Ok? Ça réduit en fait. Donc il faudra y penser, ça, vous pouvez faire le dessin. Un nautic mile, c'est entre deux parallèles. Donc sur les cartes aéronautiques, je vais sortir la carte le temps que vous faites ce dessin. Hop, je vais ressortir la carte que je vous avais sortie la dernière fois. Hop là, BIA. Mais est-ce que c'est pareil pour toute la Terre? Parce que du coup, quand tu te rapproches du haut, c'est plus pareil. Ouais, mais les minutes, les parallèles, elles sont toujours écartées de la même distance. C'est directement le truc des parallèles. Ouais, je calme. Ok, cool. C'est bon, vous avez fait le dessin ou pas? Non, monsieur. Ok. Quand même, on se dépêche. Dépêchez-vous. Allez, hop, 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 on se dépêche. Eh ben oui. C'est bon? Oui. Ça finit Je déjà? prends photo, j'ai mis dans mon truc, enfin dans mon truc BIA, dossier BIA. C'est organisé. Toujours. C'est bien, c'est bien. Après, je perds les feuilles. C'est vrai, c'est une bonne remarque. C'est pour ça que souvent je vous Moi, laisse je perds les photos. les endroits pour dessiner dessus directement, comme ça. Ouais. J'essaye de prévoir, moi, sur ma feuille, tu vois. J'envoie une main. Je garde les endroits qui va bien pour... Des fois ça passe pas, mais souvent ça passe. C'est bon pour tout le monde? En quoi? Nautic miles. Miles, Ouais. c'est pas Newton. Non, un nautic miles. Un miles nautique. On va redonner la conversion juste après. C'est bon ou pas? Et après, c'est autre chose. Oui, oui, c'est juste pour montrer que peu importe où je suis, j'ai toujours... Si tu veux, on peut le refaire ici. Hein. Ici, je peux redire, là j'ai toujours un nautic miles. Ok? Allez, qu'est-ce que ça veut dire en pratique ça? Ça veut dire que quand je prends une carte, c'est bon, tout le monde regarde? Quand je prends une carte, en fait, vous voyez qu'ici il y a des graduations. Ouais. Alors je sais pas si on y voit très bien. Là on voit ici normalement le 2 degrés est. Vous le voyez? Est-ce qu'on voit les autres graduations? Pas trop. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur cet axe-là, je vais toujours retrouver mon nautic miles. Ouais. Ici, si vous regardez, ça c'est un degré. Un degré, il est fait de... Un degré, il est fait de 60 minutes. 60 minutes. Donc en fait, je vais pouvoir retrouver mes nautic miles directement dessus. Ok. Par contre, ici, vous remarquez qu'il y a une petite... Alors on y voit encore moins 44 degrés. En fait, sur ça, je ne peux pas aller chercher les nautic miles. Donc quand je vais vouloir faire des mesures rapidement en aéronautique, je vais prendre ma règle, je vais mesurer par exemple de là à de là. Je vais ramener ça ici. Je viens reprojeter ça ici. Et là, ça va me donner la mesure directement. C'est pas con. C'est quand même pratique. Ou sinon, ce qu'il faudrait faire, c'est faire des règles. Alors, Et ça donne. on a des règles en nautic miles directement. Et après, il faut que ce soit avec l'échelle de la carte. Et c'est toujours la même échelle pour les VFR. Donc oui. En fait, on a deux types de cartes, les cartes VFR et des cartes un peu plus haut niveau. Et la règle, elle est toujours donnée dans les deux. Tu as un côté qui est en nautic miles et l'autre qui n'est pas en nautic miles. Oui, donc comme ça, C'est pratique, c'est bien fait quand même. Hein. Il y a plein de trucs qui sont mal faits, notamment les mélanges d'unités à la con. Il y a des choses qui sont quand même bien calculées. Ouais. Et du coup, les distances entre deux quarts de range. Ouais. Ici, c'est c'est de la merde. C'est de la merde. Non, Un autre mile au niveau de l'équateur. que au niveau de l'équateur. Ici, c'est plus bon en fait. Ça se réduit. Là, c'est pas bon non plus. Ah, Il y aurait- a pas de formule règle. Non, c'est pour ça que quand j'ai une mesure comme ça, ou même à l'horizontale, je le prends, je le ramène ici. Comme ça, en fait, ici, je peux utiliser ça pour faire mes mesures. Par contre, j'ai surtout pas le droit de le ramener à l'horizontale parce que là, c'est mort. Hein.
suivant la latitude de mon point, la distance, elle n'est pas la même en fait. Ouais. Ok, ça va l'idée? Allez. Bon, c'était une petite parenthèse, mais... welcome one. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça, on l'a déjà écrit que 1/60e, c'est 1 minute. Je le réécris pas. J'ai déjà écrit tout à l'heure. En fait, j'avais prévu de l'écrire là, en fait, à la base. Mais bon, c'est pas très grave. Ok. On peut le refaire comme ça si vous voulez le dessin. Je peux réécrire que ça, c'est 1 minute, c'est-à-dire 1/60e de degré. C'est l'angle, hein, d'accord? Et ça correspond donc sur la Terre. Si ça, c'est ma Terre. Ouf. Ma Terre, elle a pris un coup de... Hop là. Ça, c'est 1 nautic miles. On peut le réécrire comme ça si ça vous semble plus clair. Genre c'est du centre de la Terre au bout. Alors, le centre de la Terre est ici. Ça se voit parce que c'est bien au milieu de mon cercle. On regarde du pôle Nord. Et donc, ici... non, on regarde pas du pôle Nord. On regarde en coupant la Terre. On regarde en face. Le pôle Nord, il est là. Et là, c'est le pôle Sud. Ah oui. Ah mais d'accord. Regarde, ton 1 nautic miles, il est là. Oui, mais là, c'est si on regardait les Et c'est pas longitudes. Là, par exemple, on regarderait du pôle Nord pour les longitudes. Ce sera... Ouais. Non, ouais. Genre, Le Nord, il est là. Le Sud, il est là. si on regardait les longitudes, là, on Ouais. regarderait du pôle Nord. Le point du milieu, ce serait le pôle Nord. Oui, mais c'est pas ça que je suis en train de regarder. Je suis pas en train de regarder d'écart, je suis en train de regarder les tranches. Ça, c'est ma tranche. Oui, oui. Oui. Oui, mais les tranches, elles sont parallèles. Du coup, ça marche pas le degré là. Si, parce que 1 degré ici se projette toujours de la même façon. Là, on regarde la Terre, elle est coupée en deux. Ouais. Tu as pris la Terre, tu l'as... La Bon. distance, du coup, en fait, entre les deux bonhommes, Ah, mais C'est un nautic miles. mais c'est la distance, on va dire, directe ou pas sur la Terre. Sur la Terre. Sur la Terre. Ouais. On repart la partie avant. Il est grand Ouais. quand même le nautic miles par rapport à la Terre. Oui. Ouais. Là, la Terre, elle est petite. Hein. c'est quelle C'est- distance le nautic mile en fait, pas compris. Alors, on y vient, justement. On y vient. Alors, un nautic miles, comment je le convertis? C'est quoi? Est-ce que vous vous souvenez de comment ça se convertit un nautic miles? En mètres ou en kilomètres? C'est ce qu'il y a à la page d'après. C'est à peu près 2. Alors en vrai, c'est 1,8. Un nautic mile. Ah, bah le dessin, regardez, c'est le même, mais en mieux fait. Ah, Oh, comme il est bien fait. Ok. Un nautic mile, c'est 1,8 km. Moyen. Est-ce que tu sais calculer, toi, du 1,8? La réponse est souvent non. Il y a une technique. La technique, je vais prendre la valeur en nautic miles. D'accord? Je vais faire x2. D'accord? Ça me donne un certain résultat. Donc c'est toujours une valeur approchée. Ouais, on va faire un calcul approché. Comment je trouve un résultat en kilomètres quand j'ai les nautic miles? Je sais que je veux faire une balade de 150 nautiques. Ça fait combien en kilomètres? 300. 150 x 2, 300. Ça me donne un résultat. J'enlève 10% à ce résultat. Bah 10% de 300, c'est 30. C'est 30. Moins 10% du résultat. Et là, ça me donne l'approximation de la distance en kilomètres. Environ égale à la distance en kilomètres. Donc, si je prends mes 300 moins 30, 150 nautiques miles, ça me donne à peu près 270 km. Fini. Il faut faire 10% fois le résultat. Fois le résultat. Alors, on fait un exemple. Je le fais ici. si vous voulez. Regarde. Je prends 150 miles nautiques. Fois 2. Ça me donne 300 nautiques miles. Moins 10% de 300. 10% de 300, c'est combien? 30. Donc je fais 300 moins 30, ça me donne 270 km. Pourquoi Du coup, si on fait 150 fois 2, C'est 10% des... 10% fois 30. Non, 10% des 300. Et 10% de 300, c'est 30. Non, mais il y a marqué 10% fois 300. Oui, c'est le 10% de ces 300. J'ai compris.
En fait, souvent, vous dites quoi? Je reprends Anaïs. Toi, si je t'avais dit 300 moins 10%, tu m'aurais dit que ça faisait 300 moins 30? Non, 10% c'est 0,1. C'est quoi le moins de 30? Mais je comprends pas pourquoi c'est fois 300. Parce que c'est 10% des 300. 10% des 300, c'est ça qui me donne 30. 10%. Est-ce que tu es d'accord que 10%, Mais en fait, j'ai compris le calcul, mais c'est juste que j'arrive pas à trouver ma logique dans ça. c'est 0,1. 10% c'est 0,1 en fait. Ça vaut pas 30, ça vaut 0,1. Divisé. Non, c'est 10% des 300. Donc 10% fois les 300. Et si je faisais le vrai calcul, je prends mes 150 miles nautiques fois 1,852. En réalité, c'était 277,8 km. Vous voyez qu'on a le bon ordre de grandeur quand même. Ok. Les autres, vous avez compris les 10% ou pas? Ouais. Ouais. Au pire, on apprend 1,8, ça marche aussi. Eh Si on apprend 1,8, ça marche aussi. Ah oui, oui. T'auras pas de Bah 1,8 c'est x2 moins 10%. Hein. S'il te demande de convertir en autre kilomètre, De toute façon, c'est des... ce qu'on va vous demander, c'est des ordres de grandeur. Donc, si tu sais faire à peu près ton ordre de grandeur, on dit j'ai 150 miles nautiques, combien j'ai parcouru de kilomètres, bah, voilà, tu peux faire ta conversion à peu près, tu vas trouver un résultat. Ils vont pas te demander de choisir entre 272 et 258 normalement. Normalement. Non, parce que ça, c'est une technique qu'on utilise même en aéronautique. Hein. Et oui, parce que quand on est en l'air, des fois, on a besoin de faire des conversions vite fait. Par exemple, quand je veux passer de mètres en feet, je sais que dans un sens je fais x3, dans l'autre divisé par 3, c'est à peu près bon. Je sais que c'est pas complètement bon, mais c'est à peu près bon. Et du coup, on n'est pas, voilà, on n'est pas au centimètre près. Est-ce que ça c'est bon? Ouais. Pareil, vous avez ici la conversion des feet en mètres. Hop. Alors attendez, excusez-moi une seconde. Hop. C'est fini déjà? On va juste finir cette... Alors, du coup, l'autre conversion... Donc ça, c'est une des premières conversions à savoir faire. Les nautiques miles en kilomètres. La deuxième, sur les distances, c'est les feet en mètres. Vous vous souvenez que 1 feet, c'est à peu près 0,3 mètres, ou que 3 mètres, c'est à peu près 1 feet. 3 feet. 1 mètre, c'est 3 feet. Oui. Oui. Je sais pas ce que j'ai dit, mais c'était pas bon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok. L'échelle d'une carte, et on finira sur ça. L'échelle d'une carte, c'est quoi? C'est la taille sur la carte sur la taille de la Terre, en réel. Quand j'ai une échelle au 1/500 millième, bah, ça veut dire que 1 cm sur ma carte représente 500 000 cm sur ma carte. Sur la vraie vie. J'ai du mal aussi. Hein. Ouais, c'est bon ça, les échelles. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Bah, il n'y en a pas 10 000. Il y a la première carte, c'est l'échelle 1/500 millième. Carte classique. Inès, c'est bon? T'es avec nous? 1 cm sur la carte correspond à 500 000 cm en réel. Alors 500 000 cm... C'est pour les cartes, toutes les cartes aéronautiques, elles sont dessus. Ouais. 500 000 cm. Sauf que 500 000 cm, c'est pas pratique, on part rarement. Comment je fais pour le passer en mètres? Et Léa, tiens, comment tu passes ça en mètres? Des centimètres en mètres? J'enlève les zéros. Combien? 2. Ouais, je passe ici et là je l'ai en mètres, d'accord? Donc ça fait Kilomètres. 5000 mètres. Et si je le veux en kilomètres, 5 kilomètres. On enlève encore 3. voilà, 5 km. Donc 1 cm sur la carte correspond à 5 km en vrai. Vous voyez? Ça, c'est souvent, ils vous disent « Ah, j'ai quelle distance entre les deux ?» Bah, vous sortez la règle, vous mesurez et vous faites votre petite conversion. Ok? Ils aiment bien faire des petites conversions. Il y en a souvent une dans le BIA. Ok? C'est bon pour tout le monde? J'efface ça? Ok. Donc ça, c'est les cartes classiques qu'on utilise nous. D'accord? Celles que je vous ai déjà montrées et que je vous avais photocopiées. Il existe des cartes 1 millième. Ça, il y a, alors dans les cartes 1/500 millième, il y a 4 cartes en France. 1 millionième. Oui, j'ai dit quoi? Ouais, non, 1 millionième. Putain. Les autres, il y en avait 4. Là, il n'y en a plus que 2. D'accord? C'est des cartes très dézoomées. Ça permet d'avoir quoi? Ça permet juste d'avoir les grands couloirs aériens, des grands trucs. Et les zones interdites? Ouais, et pas toutes. Parce que tu es trop dézoomé pour tout voir. Donc c'est vraiment pour avoir plus une vue d'ensemble. Ok? Pour vraiment faire des longs. Voilà. C'est pas du tout ça, on l'utilise pas en navigation à vue.
c'est plutôt fait pour les autres de navigation et tout ça, pour les gros avions plutôt. Ok? On s'arrête là pour aujourd'hui. Je pense que ça suffit, c'est déjà pas mal. On finira ça la prochaine fois, vous m'y ferez penser. J'aurais oublié qu'on n'avait pas fini cette partie, donc il faudra me le redire. Ok?